Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être venus à cette conférence de presse au stade de la Méno. Alors, au départ, je devais plutôt faire une interview post-mercato et après l'inauguration du stade avec un ou deux journalistes et c'était prévu. Malheureusement, il y a eu ce match de dimanche où, après le match, avec la victoire qu'on a eue, grosso modo, on est 5e ou même 3e à égalité, je crois. C'est la première fois qu'on a 9 points sur 12 depuis 40 ou 50 ans en Ligue 1. On est qualifié pour la Coupe d'Europe. On a un nouveau stade. Je trouve qu'on a une super équipe. On a un entraîneur top. Et j'ai vu 23 000 personnes sortir du stade tristes, déçues, je dirais même dégoûtées. Moi, j'aime pas réagir tout de suite quand il y a des émotions. Donc, j'ai préféré laisser passer un peu de temps. Mais je vais vous faire une confidence quand même. Les 2 jours qui ont suivi, j'ai eu plus de messages que quand on est monté en Ligue 1, plus de messages que quand on a gagné la Coupe de la Ligue, et plus de messages que quand on a gagné contre Brøndby, qui nous amenait en Conference League. Et donc, mon analyse, il s'est passé quelque chose. C'est clair. Si je devais résumer un petit peu ce que j'ai ressenti de ces centaines de messages que j'ai eus, c'est de la colère, c'est de la déception, mais aussi un soutien que je n'aurais pas pu imaginer. Alors en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer au stade de la Méno. J'ai vu une minorité de personnes de la tribune ouest attaquer, s'en prendre quelque part à l'institution. Je suis un peu dedans. Mais à la rigueur, ce n'est pas tellement le... Mais le projet a été attaqué. Et notre capitaine, Emmanuel Emega, a été attaqué. Et ça, je l'ai dit très calmement, je ne l'accepterai pas. C'est inacceptable. Je répondrai après à vos questions plus précisément, bien sûr, sur Emma. Mais en tous les cas, notre club a été construit, je pense, depuis très très longtemps. Et moi, je parle en tous les cas de ma responsabilité comme président depuis 2012, avec des valeurs qui ne sont pas celles-ci. Les valeurs du Racing depuis maintenant 13 ou 14 ans, plus particulièrement, où j'en ai la responsabilité, sont des valeurs les valeurs alsaciennes, d'accueil. On reçoit bien les gens. On essaie de donner du plaisir à notre public. Et je crois qu'on a su créer, vous l'avez vu quand on a inauguré le stade, on a su créer, je crois, autour du club et de son écosystème, une relation presque de famille. Et quand je dis l'écosystème, je mets les salariés, j'en parle même pas, les entraîneurs non plus, les joueurs non plus, je parle aussi des anciens joueurs, je parle des collectivités, je parle de nos partenaires, je parle des anciens joueurs, je parle de la presse, mais je parle aussi du public. Et quand je dis le public, c'est les filles, les femmes, 26%, c'est les enfants, c'est les abonnés qui vont monter cette année à 22, 23, 24 000. Mais c'est aussi, je dirais presque surtout, la tribune ouest. Et je le dis très clairement, nous avons créé avec la tribune ouest depuis 2012 une relation différente d'un club différent, basée sur des rencontres régulières en CFA, en National pendant 3 ans, en Ligue 2 pendant 1 an,
et maintenant en Ligue 1 depuis 8 ou 9 ans. Et je crois que cette relation, si je veux la résumer, chacun était dans son rôle. Les supporters sont là pour supporter, les dirigeants ils sont là pour diriger, l'entraîneur il entraîne, les joueurs ils jouent. Mais on avait une vraie relation, je crois, d'échange. Je reconnais que depuis 2 ans, ça s'est un peu refroidi. Je ne peux pas ne pas le reconnaître. C'est triste, ça peut arriver. Mais en tous les cas, même si ça s'est un peu refroidi dans les relations depuis la vente, je crois que ce qu'on a vu dimanche dernier ne respecte plus les règles de notre famille, de notre club. Et donc, on ne peut pas l'accepter. Pour terminer cette introduction, je dirais simplement qu'on va enclencher un certain nombre de mesures. Pour l'instant, ça va être fait cet après-midi. Donc, mon équipe va se rapprocher des responsables de la tribune ouest ou de ces clubs de supporters qui sont dedans pour échanger sur les mesures qu'on va essayer de mettre en place. Mais je le dis très clairement devant tout le monde, j'ai été le président, j'espère, bâtisseur, où tout le monde est aligné derrière le club. Je n'accepterai pas qu'on soit désunis, parce que Léonard Specht, je trouve, l'a résumé d'une manière implacable. Quand le Racing est désuni, le Racing n'a pas de résultat, et je n'accepterai pas. On est là pour gagner, on est là pour faire gagner le club, on est là pour aller en Coupe d'Europe, on est là pour construire un stade. Et je pense que notre public alsacien mérite qu'on aille où je pense qu'on doit aller. En plus, et d'où ma frustration, je l'aurais dit parce que ça me paraît presque... on est dans les 5 premiers en Ligue 1. On est qualifié pour la Coupe d'Europe. On a un nouveau stade. On a un actionnaire dont je parlerai et je répondrai à vos questions, puissant. Je vais rentrer dans la multipropriété si vous le souhaitez. Je pense qu'on a une équipe, j'entendais dire, une équipe de jeunes. Moi, je trouve que c'est une équipe formidable. Formidable par nos achats, formidable par les jeunes qui viennent de l'académie, formidable par le travail que fait Liam Rosenior et son staff. Et moi, en tant que président, je ne veux pas qu'on galvaude le travail qui a été fait depuis maintenant 12 ans, accéléré depuis 2 ans par des moyens qu'on n'avait pas. Et je souhaite qu'on soit de nouveau tous alignés pour aller là où le Racing doit aller. Voilà, j'en dirai pas plus. Et je préfère qu'on rentre maintenant dans un échange avec des questions, bien sûr sur ce qui s'est passé dimanche, mais j'espère aussi sur le mercato, sur la multipropriété, sur le stade. Les questions que vous souhaitez, j'essaierai d'y répondre précisément. Et j'ai autour de moi aussi mes proches cadres qui connaissent évidemment encore les dossiers aussi bien que moi. Voilà. Merci. Oui, Marc, bonjour, Oui, Sébastien bonjour, Keller Sébastien. des DNA. Première question, tu parlais de mesures à prendre. Quel type de mesures peuvent être prises de là avant le match de Marseille, puisque Marseille arrive dans moins de 2 semaines? Alors, sur les mesures, je vais laisser Alain prendre la parole pour qu'il vous précise un petit peu les choses. Concernant le match de Marseille, qui va être un match important pour nous, un vendredi soir, je vois Kader qui est là aussi, qui représente les joueurs et le staff. C'est un match important et les matchs de Marseille sont toujours des matchs particuliers ici à la maison. Donc, moi, je souhaite vraiment que tout le public, comme on a toujours été, soit là du début à la fin. Les joueurs, le staff, l'entraîneur, notre capitaine ont besoin que le public qui aime son club le montre. Ça va être un match difficile contre une très bonne équipe, vous l'avez vu jouer au Real de Madrid, mais je crois que si on est tous ensemble, on a plus de chances de faire un résultat contre Marseille. Alors je laisse peut-être Alain prendre le micro
et répondre plus précisément, même s'il ne vous dira pas, mais c'est intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Le président l'a précisé tout à l'heure. L'histoire du Racing depuis 2012, c'est celle d'un club différent qui a basé son développement sur des relations de confiance assez uniques en France avec ses supporters, ce qui fait qu'on pouvait peut-être même être taxé de clubs différents, plutôt positivement d'ailleurs, et qui donc, de ce fait-là, découlait un fonctionnement basé sur la confiance avec nos supporters. Et nos supporters avaient des possibilités d'évoluer qui étaient totalement différentes de beaucoup de clubs de supporters en France. Évidemment, avec ce qui s'est passé depuis quelques mois et depuis dimanche, il est nécessaire de refixer un cadre. Donc nous, le respect, c'est une notion que l'on connaît et qu'on ne galvaude pas. Donc par respect, on va le communiquer cet après-midi aux présidents des associations de ces groupes de supporters. Ça comprendra des mesures qui seront évolutives, qui vont être expliquées aux intéressés, mais qui nécessairement vont modifier le cadre dans lequel on évoluait depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. Donc vous me permettrez de ne pas vous les divulguer et de réserver la primeur aux gens concernés. C'est la moindre des choses, c'est le respect que l'on doit, nous, continuer d'appliquer. Voilà, désolé si je ne réponds pas précisément à la question, Sébastien, mais on tient absolument à rester sur ces lignes de respect et donc d'informer les concernés en premier. On le fera aujourd'hui et ça prendra effet dès demain. Je pense que le cadre dans lequel on veut évoluer, c'est des ajustements par rapport à ce qui se faisait avant. Donc on va en discuter avec les associations, on va sans doute imposer certaines choses, et je pense qu'on sera jugé sur les résultats et les faits, plus que sur les faits de communication. On n'est pas là pour ça. On est tellement peiné de voir ce qui se passe par rapport à la relation de confiance qui existait depuis plus de 10 ans, qu'il est nécessaire qu'on en discute avec les principaux intéressés sans faire d'amalgame, parce qu'il ne faut pas se tromper. Il y a quelques personnes qui ont franchi la ligne rouge, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc à nous aussi d'agir avec discernement. Et on le fera à partir de cet après-midi. C'est important ce que Alain vient de vous dire. On sait faire la part des choses, mais malheureusement, on est obligé d'évoluer un petit peu dans notre fonctionnement à cause d'une minorité. Voilà. Dans les centaines de messages que j'ai reçus, moi, depuis quelques jours, il y a d'innombrables messages de supporters de la tribune ouest qui regrettent évidemment, qui sont tristes. Et le Racing a toujours été un lieu de rassemblement, de convivialité, où les gens viennent, prennent du plaisir. Ils peuvent siffler aussi quand il n'y a pas de résultat. Ça, c'est la vie. Mais pas voir ce qui s'est passé dimanche soir. Bonjour Marc, Peter Kleis, Mittelbayerische Presse. Ja. Je vais essayer en parler en français. Sinon, tu me le dis en allemand et je réponds. Ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un club de supporters officiel au Racing? Est-ce que ça donne finalement que des privilégiés ou est-ce qu'il faut avoir aussi des devoirs, des obligations? Alors Alain, je te laisse peut-être répondre, ou Bruno, sur cette question sur les clubs de supporters. Écoutez, c'est très simple, il suffit de déclarer officiellement une association près de la préfecture, d'être organisé pour pouvoir proposer des choses qui vont dans le sens de ce qu'on aime vivre à la Méno et de ce que le public aime vivre à la Méno, donc des animations, des tifos, des chants. Donc je crois que tout le monde peut créer une association de supporters à partir du moment où il a envie d'y consacrer du temps. Donc il n'y a rien de particulier, c'est une association lambda qui doit être créée, dont les statuts peuvent être déposés en préfecture. Et nous, on a toujours accueilli toutes les bonnes initiatives. On a même cultivé quelque chose qui était rare en France, ce qui fait qu'on était un club différent. Depuis dimanche soir, on a la sensation qu'à cause d'une minorité, c'est plus le cas. Mais toutes les initiatives restent les bienvenues comme elles ont toujours été les bienvenues depuis plus de 10 ans. J'espère avoir répondu à votre question. C'est vraiment pas compliqué de créer une association de supporters. Bonjour Marc, Loïc Schaeffer, France 3. Oui. Vous avez parlé
de la manière dont ça s'est passé dimanche, en insistant sur le club, ses valeurs. Comment vous l'avez ressenti? Vous disiez vous avez dû laisser passer quelques jours pour vous exprimer, non pas à chaud, mais de manière plus reposée. Quand vous avez vu la banderole, qu'est-ce que vous avez ressenti? Concernant, vous avez sorti le club de sa torpeur depuis 10 ans. Est-ce que vous avez vécu ça comme une trahison? Enfin, vous avez été blessé, comment vous l'avez intimement ressenti? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je dirais pas que ça m'a touché. Si je vais être très sincère, parce que je regrette ce qui se passe depuis 2 ans dans une relation qui n'est plus la même. Et je vais vous dire, j'étais peiné pour Sabrina, pour ma fille ou ma mère qui était au match. Mais en réalité, j'étais surtout peiné pour Emmanuel Emega. Moi, je suis un peu plus âgé, j'ai un peu plus d'expérience aussi. Quand on gagne, je ne suis pas sur la table, mais quand on perd ou qu'on a je ne suis pas sous la table, je suis devant vous. Donc je suis très, très serein. Mais je trouve que attaquer Emmanuel Emega ne se fait pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Emmanuel Emega? Je prends le temps d'en parler. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Il est arrivé chez nous il y a plus de 2 ans. C'est un joueur qui était sollicité par tous les grands clubs anglais et allemands. Grâce à l'arrivée de Bluko, on arrive à le faire venir pour une somme déjà à l'époque qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Il a une première année un petit peu difficile. Le club essaie de l'accompagner pour se développer et il fait une deuxième saison, je trouve, remarquable. À la fin de cette saison, donc l'année dernière, on est sollicité. Des clubs allemands, espagnols, italiens, anglais. Des clubs entre la première et la 7e place dans ces championnats-là. À ce moment-là, on se met à table, le joueur, Emma, son agent, les propriétaires et moi. Ça ne peut pas être plus clair. Et on fait exactement ce qu'on avait en tête. Pour nous, la priorité pour le Racing, c'était de garder Emmanuel Emega. Parce qu'on pense que c'est un attaquant, c'est un leader. Demandez à Kader si ce n'est pas un leader. C'est même un showman. C'est quelqu'un qui emmène tout le monde derrière lui. Et pour nous, c'était très, très important de le garder. Et on est sollicité par des clubs. Et en se mettant à table, on trouve l'équilibre. Comment le garder 1 an de plus? Eh bien, dans 1 an, il va rejoindre Chelsea, un très grand club, un des plus grands au monde. Et ça lui permet de faire encore 7 années à Strasbourg, son année de capitaine, nous amener en Coupe d'Europe. D'ailleurs, il a marqué, je crois, 2 buts à Brøndby. Et donc, je pense que l'équilibre qu'on a trouvé est tout bénéfique pour notre club. On garde le joueur et il est sécurisé parce qu'il part à Chelsea dans 1 an. Donc pour moi, je dirais le joueur a fait des efforts, il voulait rester. Bien sûr, nous aussi. Il est totalement intégré dans le projet strasbourgeois. C'est pour ça que la communication qu'on a faite, elle était importante aussi pour lui. C'est un joueur qui a refusé une dizaine d'offres. Je pense que c'est important pour un joueur de 22 ans de savoir qu'il va aller à Chelsea, qui est un grand club, dans 1 an. Moi, j'ai été joueur. Donc, je sais la psychologie d'un joueur. Et je vais vous dire, il y a quelques jours, j'ai mangé avec sa maman, j'ai mangé avec son frère, j'ai mangé avec ses 2 tantes, j'ai mangé avec le pasteur de là où il est originaire à Amsterdam. J'étais avec une 40aine de personnes, de sa famille. Eh bien, je peux vous dire, quand vous sortez d'un dîner avec la famille d'Emega, mais moi je dis respect. Voilà, c'est une famille qui s'est battue pour arriver là. C'est un garçon qui a dû partir à l'étranger pour s'imposer, qui est arrivé à Strasbourg, qui se bat pour rester avec nous. Donc moi j'ai envie de lui dire merci Manu,
Emma, d'être resté 1 an de plus. Voilà, point à la ligne. Et c'est notre capitaine. Et on ne s'attaque pas au capitaine qui n'a rien fait. C'est un capitaine qui se bat pour nous. Chaque fois que je vois des entraîneurs d'équipes adverses qui sont des copains à moi de ma génération, quand on parle des attaquants, oh, Emega, il court tellement, il travaille tellement, quel joueur. Profitons encore d'Emmanuel Emega pendant 1 an, et je trouve que pour le Racing, c'est super. Voilà. Et je ne veux pas qu'on le siffle. Voilà. Il ne le mérite pas. S'il n'est pas bon qu'il soit sifflé, c'est la vie, mais sur ce sujet-là, il ne méritait pas ce qui s'est passé. Oui, Joseph. Alors, il y a 2 questions. La première, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Moi, je pense à tout le public alsacien. Je vis à Strasbourg depuis des années, j'ai ma famille ici, je connais beaucoup de monde. Et mon moteur à moi depuis 2012, ce n'est pas moi, c'est l'énergie que les gens me donnent ou que je vois quand ils partent heureux du stade. Et ce que j'ai vu dimanche m'a attristé. On est resté jusqu'à minuit avec les cadres dans les loges pour discuter. On est reparti, moi je suis rentré chez moi. J'étais pas heureux. Et quand on vient au Racing et qu'on gagne et qu'on est 5e, on doit rentrer chez soi avec la banane. Et on ne l'avait pas. C'est très clair. Bon. La deuxième question, Joseph, que tu poses, ça concerne la rencontre avec les propriétaires. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? On aurait pu faire, si je reprends la genèse, un rendez-vous dès le moment de la signature, ça ne s'est pas fait. Je crois qu'on est responsable et ils sont responsables. C'est un problème de timing. Ils ne sont pas souvent là non plus, les propriétaires. Et après, malheureusement, ça s'est un petit peu tendu. Donc, ce que j'ai fait l'année dernière, quand j'ai su qu'un match, peut-être, je ne sais plus si c'est mars ou avril, je ne sais plus, un des propriétaires se déplaçait, avec Alain et Bruno, on a organisé un rendez-vous informel entre 3 représentants de la fédération, un des propriétaires, moi et mes proches, au 90+4. Donc je ne donnerai pas les noms des supporters présents parce que je sais trop. Je suis un homme public, je sais ce que ça... Donc je dis 3, mais qu'on connaît. On connaît très bien, donc il n'y a pas de souci. Et on a fait un rendez-vous informel où ils avaient un certain nombre de questions préparées, mais on a échangé d'une manière vraiment... Ce n'est pas un rendez-vous officiel. Pour moi, c'était un premier pas pour un peu recréer un contact, je peux dire. Ce que je peux simplement vous dire des propos d'un des propriétaires, c'était la chose suivante. Qu'est-ce qu'il a dit ? En anglais, mais il parlait anglais. Il a dit, c'est très simple, on est très, très, très heureux d'être à Strasbourg et d'investir à Strasbourg. On adore la ville, on adore la région, parce qu'il avait aussi déjà rencontré Franck Leroy. Et surtout, on adore le club. C'est un club qui est supporté par des fans passionnés, on aime ça. Et il dit quelque chose que je vais redire, mais qui me paraît important. Il dit, le club ne nous appartient pas. Le club n'appartient pas à Marc. Le club ne vous appartient pas. Il appartient à toute la région et à tous les Alsaciens. Franchement, un discours, il a dit, et on sera là longtemps, très longtemps. Voilà ce qu'il a dit. Ça a duré un quart d'heure d'échange comme ça. Et malheureusement, quelques minutes après, effectivement, des banderoles sont sorties qui disaient c'est pas parce que vous avez acheté le club que le club vous appartient. Personnellement, ça m'a fait un peu mal. Voilà. Je trouve que j'ai essayé de créer un lien. Je trouve que ce qu'il a dit, c'était clair, c'était absolument pas contre nous, au contraire. Et après, il n'y a plus de rendez-vous. Voilà. Je retranscris exactement ce qui s'est passé, sans en faire plus, mais
c'est vrai que ça m'avait un petit peu peiné, parce que je pense que pour un premier pas, c'était déjà un premier contact. Voilà. Voilà. Jean-Marc, Luc Daosto, Oui, ici Alsace. Luc, ouais. Les tensions sont vives entre les ultras et les autres supporters. Oui. Est-ce que tu redoutes qu'il y a des débordements et comment faire pour avoir une méno quand même un minimum pacifiée cette année pour que l'ambiance soit pas trop délétère? Ben, moi, depuis que je suis président, une de mes actions, c'est d'unir les gens parce que je sais que le Racing, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, a souvent subi parfois des tensions. Et c'est clair, on ne peut pas se contenter de ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, je suis obligé de défendre, il faut être juste. Je défends notre capitaine parce qu'il le mérite. Et je trouve que d'ailleurs, ce que Liam Rossignol a dit lors de la conférence de presse, c'est super. Il a parlé avec son cœur, avec ses tripes. Moi, j'ai vu un entraîneur qui parle anglais, mais qui est totalement intégré dans notre projet. Voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, pour les gens. L'identité, l'engagement, les joueurs sont engagés, l'entraîneur est engagé. Je vais vous dire quelque chose. Liam Rossignol a été sollicité par d'autres clubs importants de son pays et d'autres pays. Il est resté, on l'a prolongé. Ça ne veut pas dire qu'il ne partira pas un jour, mais ça veut dire qu'on a des gens engagés à Strasbourg. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'on soit un club uni derrière un objectif et on y va tous ensemble. Et j'espère qu'avec les mesures qu'on est en train de prendre, je pense qu'ils ont passé la ligne rouge. Une très petite minorité. Mais j'espère, moi je suis quelqu'un de positif, qu'un jour, on retrouve des relations positives pour le projet. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ils peuvent siffler si demain on est 15e, si Aymar a 10 buts devant qui siffle, c'est normal. Mais le club est plus important que eux, que moi, que tout le monde. On est derrière le club. Voilà. Si on n'est pas derrière le club, c'est mieux de ne pas venir. Donc, soyons derrière notre entraîneur, derrière les joueurs et derrière le projet du club. Le projet du club. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça pour moi. Ce n'est pas le sujet. Je parle du Racing. Et tant que j'en serai le président, je défendrai notre club. Voilà. Depuis 2 ans, et l'arrivée de Blue Oui. la minorité dont tu parles a montré qu'elle était viscéralement opposée à la multipropriété. Est-ce que tout simplement le dialogue est encore possible avec cette minorité? Est-ce que c'est possible de la raisonner? Répondu, Seb, pour l'instant, ça s'était refroidi, c'est vrai. Ce qui s'est passé dimanche ne réchauffe pas. Mais après, j'espère qu'on puisse un jour trouver une solution. Moi, j'ai toujours trouvé des solutions aux problèmes qui se posent à nous. J'espère qu'on y arrivera. Mais là, tu me donnes l'opportunité de dire depuis 2 ans, et c'est vrai que le mouvement a été la vente, qui a déclenché quelque chose. Je ne peux pas le nier. Alors là, je veux quand même reparler un petit peu sans être trop long et posez-moi des questions sur la multipropriété parce que j'entends des choses qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Il faut expliquer les choses. Alors déjà, la multipropriété. J'ai lu hier, ou même ce matin, je sais pas, c'est Alain ou Maxime qui m'a dit, regardez, il y a un truc qui est sorti hier, une étude, 48% des clubs des 5 championnats majeurs sont sous la multipropriété. Donc la multipropriété dont moi je disais il y a 2 ans, c'est un mouvement de fond. En réalité, la multipropriété, c'est quelque chose de présent, c'est aujourd'hui. 50, grosso modo, un club sur 2. Bon. Alors, la multipropriété avec Chelsea.
je répète déjà rapidement, sans rentrer dans trop de... Vous connaissez les raisons de pourquoi on a cherché un investisseur. Ma vision, c'était un nouveau stade, un investisseur important pour amener le Racing à lutter pour la Coupe d'Europe. Ça, c'était le projet. Quand nous avons cherché, avec les autres actionnaires alsaciens, les seules offres de qualité que nous avons eues, ce n'étaient pas des offres alsaciennes, il n'y en a pas eu, un petit peu françaises, mais très limitées, entre guillemets, il n'y en a pas eu beaucoup. Et à la fin, il restait 2 candidats en multipropriété. Donc, ce phénomène aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Et quand on dit 1 sur 2, ça le prouve, avec 2 ans maintenant après. Et là, je peux dire aujourd'hui, avec 2 ans de recul de travail, je pense qu'on a choisi les bons investisseurs pour notre club, notre ville et notre région. On a des gens ambitieux, on a des gens puissants, et on a des gens où on essaie ensemble, mais posez-moi des questions, à travailler intelligemment cette multipropriété. Ça a été le cas, par exemple, avec Emmanuel Emega, mais d'une manière générale, on est dans la position, et je le répète, on n'est pas un club nourricier, ou je sais pas, il y a des gens qui... Bon, non, on est le petit frère et le grand frère, et on essaie de travailler ensemble. Et je peux vous dire, c'est vrai moi directement avec les propriétaires aux États-Unis, mais mes principaux proches du club travaillent, je dirais, régulièrement avec leurs homologues de Chelsea. Et personnellement, j'ai un peu d'expérience, je connais un peu le foot, et ben c'est très profitable. Voilà. Moi, je vous dis, ma stratégie depuis 12 ans, je cherche à m'entourer avec les meilleures personnes. Que ce soit les salariés, que ce soit mes amis actionnaires à l'époque, et je ne me suis pas trompé, parce que ce sont mes amis d'il y a 20 ans et ils sont encore amis aujourd'hui. Eh bien, on a dû chercher un investisseur pour la suite, et je pense qu'on a pris le bon investisseur. Voilà. En multipropriété, mais c'est un phénomène massif, le résultat, je vous l'ai donné. Et aujourd'hui, je pense que Strasbourg essaie, avec Chelsea, de trouver les avantages pour être plus forts ensemble. Voilà. Pour moi, c'est extrêmement clair. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, mais je vous répondrai. Bonjour Marc, c'est Cédric Cario des DNA. Ouais. Justement, entre les échanges de joueurs qu'il y a pu y avoir cet été entre Chelsea et le Racing, il y a un cas qui a un peu étonné, c'est le cas d'Iché et Samuel Smith. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la nature de ce mouvement? Très bien, pas de souci. Donc Iché est un jeune joueur qui appartenait à Chelsea. On cherchait quelqu'un pour jouer sur le côté gauche, voire axe gauche. Et on pensait, moi je ne le connaissais pas au départ, Iché, évidemment, parce qu'il y a nos recruteurs, avec ceux de Chelsea qui travaillaient, et bien sûr les directeurs sportifs de Chelsea, que je connais très bien. Et Liam le connaissait. Sauf qu'au bout de quelques semaines, entre le joueur, le staff technique, mais aussi les échanges qu'on a avec les gens de Chelsea, on s'est dit c'est peut-être un peu plus difficile tout de suite de jouer. Et nous, notre stratégie, elle est à 100% dans le développement des joueurs. Le joueur doit bien se sentir, il faut mettre le meilleur staff autour pour le joueur. Et donc là, nous avons estimé le joueur, sa famille, Chelsea et Strasbourg, et le staff technique, peut-être qu'il fallait une étape intermédiaire. Une fois qu'on a décidé ça, le transfert a été annulé. Il n'y a pas eu de mouvement de fond entre Strasbourg et Chelsea, puis Chelsea qui rachète, ce n'est pas vrai. Et donc, le cas, il est extrêmement clair. On a privilégié le bien-être du joueur et lui donner du temps de jeu. Voilà, c'est extrêmement clair. Après, on respecte totalement la réglementation FIFA des prêts. Vous savez qu'on peut se faire prêter 6 joueurs et on peut prêter 6 joueurs à l'étranger. Je ne parle pas du marché français. Mais seulement 3 du même club.
Et cette réglementation a été mise en place pour réguler un petit peu cette multipropriété qui explose en Europe. Eh bien, nous, on utilise cette réglementation. Mais on l'assume. On l'assume. C'est quoi le souci? L'année dernière, on s'est fait prêter Petro, le gardien. On s'est fait prêter André, qui est rentré hier soir à Munich les 20 dernières minutes. Vous l'avez vu. Et Wiley, l'arrière-gauche américain. Voilà. Donc, on essaie d'utiliser intelligemment. Et bien sûr, on pousse aussi, nous, pour avoir les meilleurs joueurs. Mais je trouve que là aussi, les 3 joueurs qu'on a eus l'an passé ont fait un carton. Et cette année, c'est 3 autres joueurs. Voilà. Donc, on essaie de profiter de la relation pour avoir de bons jeunes joueurs. Et nous avons acheté 1 ou 2 joueurs en plus de Chelsea, mais dans un cadre d'un transfert totalement transparent. Voilà, donc voilà la relation technique. Je ne sais pas si c'est précis, Thierry. Marc, Joseph Pasquier pour Stras TV. S'il y a une faille dans le système de la multipropriété, quelle serait-elle? Et aussi, qu'est-ce que vous faites, vous, pour garantir au Racing de ne pas être happé dans cette faille, justement? Alors, moi je pense que la multipropriété, à travers la présence de Blueco, nous permet d'avoir une ambition que nous n'aurions jamais eue. Bon. Mais pour moi, les investissements de Blueco sont bien sûr techniques, mais aussi le stade, notre part, excusez-moi, de 23-24 millions que le club a financé. Bien sûr, c'est Blueco qui les a financés. On investit aussi sur des terrains à Molsheim, parce qu'on veut que François et l'Académie aient les meilleurs terrains hybrides, les féminines aussi, pour faire progresser nos joueurs. Voilà, c'est extrêmement clair. Mais notre club progresse aussi au niveau administratif. Arriver dans ce nouveau stade nous oblige à changer de braquet en termes de structuration. Avant, on était en mode start-up, on a commencé avec 2 salariés. Et je vous dis, depuis 2 ans, on augmente bien sûr nos effectifs parce qu'on a besoin de vivre dans un stade qui doit se développer. Mais dans mes équipes depuis 10 ans, je vois Jean-Luc Delanoux qui est le responsable du sponsoring, il travaille avec moi depuis 20 ans. Voilà, je vois Mathieu Desroussans, c'était un supporter qui était dans la tribune ouest, expert comptable. Il est arrivé il y a 10 ans comme directeur financier quand on était en national. Il est toujours à mes côtés. Il est DGA aujourd'hui et c'est lui qui traite directement, bien sûr avec moi, avec les responsables financiers de Blueco. Nicolas Arndt, qui est de Colmar comme moi, a commencé comme simple stagiaire au Racing quand j'étais DG et que Alain était directeur des services. On l'a recruté au PSG l'année dernière, après 12 années, responsable de la billetterie des hospitalités du PSG. Donc, Maxime, directeur juridique, est avec moi depuis 6 ans, Benjamin depuis quelques années sur le marketing. Donc, l'équipe, j'ai essayé de m'entourer des meilleurs depuis des années. Et l'arrivée de Blueco nous permet d'avoir une ambition plus forte. Et on essaie de réussir le capital, les investissements, mais aussi les valeurs, la modernité et la tradition. On essaie de réussir ça dans une multipropriété que moi je jugerais, et je connais, parce qu'au bout de 2 ans, je connais parfaitement, très très bien, c'est une multipropriété intelligente qui profite à Strasbourg. Je ne parlerai pas pour Chelsea, c'est à eux, mais je crois savoir qu'ils sont contents. Donc, c'est une multipropriété qu'on essaie d'optimiser pour amener le Racing plus haut. Voilà, et je crois que le rôle d'un dirigeant, nous, je le redis, quand on a vendu le club, souvent on dit, les gens vendent dans la précipitation. Nous, on n'était pas dans la précipitation. Depuis 2020, j'ai expliqué ce qu'on allait faire. J'ai été très clair. On avait de l'argent à la banque, il n'y avait pas de souci.
On n'avait pas de stress, le club était bien, positif chaque année, avec une bonne équipe. Mais par rapport aux nuages qui arrivaient économiques et du football français, moi j'avais estimé que le statu quo n'était pas une option. Je l'ai dit. Et que ne pas bouger était une erreur. Ce n'est pas parce que ça marche bien qu'il faut croire que ça va marcher encore pendant 10 ans. Nous avons anticipé, j'en prends la responsabilité, pour construire un Racing plus fort en prenant de l'avance. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Des failles, Joseph. Alors, dans la relation que nous on a avec Blue Co, on peut sûrement encore améliorer des choses, mais je trouve que nous, on essaie d'optimiser. Moi, je trouve que les échanges, moi, je prends beaucoup de plaisir à voir les cadres du club échanger avec, quand je vois Maxime qui discute avec le directeur juridique de Chelsea et que je suis à côté, je trouve ça passionnant. Voilà, quand je vois François qui discute avec son homologue, qui est le directeur de l'académie de Chelsea, je pense que c'est positif. Quand je vois Mathieu qui discute avec un directeur financier qui est aux États-Unis, et ben moi je suis content que nos cadres continuent à progresser, voilà, et que le Racing maintenant soit un club plus compétitif. Voilà. Et on travaille en équipe, que j'ai entendu dire, Marc Keller, mon Dieu. Je vous invite à venir une semaine avec moi au bureau. Et vous verrez. Après, il y a un actionnaire qu'on a fait venir, que moi j'ai fait venir. Je suis très content qu'il soit là et on travaille ensemble. Voilà. Voilà. Et moi je trouve que c'est top et ça donne de l'espoir et ça donne des rêves pour notre club. Voilà. Bonjour. Bonjour, Adrien Petitot pour BFM Oui. Alsace. Je voulais revenir sur Emmanuel. Est-ce que quand on est honnête, on fait une erreur? Je vous pose la question. Donc quand on dit rien, on cache des choses. Et quand on montre, il ne fallait pas montrer. Eh bien, il a été honnête. Pour lui, c'est un moment important. C'est un joueur qui aurait pu partir dans un très bon club, qui a décidé de rester, et grâce à la relation qu'on a Chelsea-Strasbourg, il va aller à Chelsea. Eh bien, il a voulu le dire. Et il a dit en parallèle, je me battrai pour le Racing, je suis le capitaine du Racing, je veux amener le Racing en Coupe d'Europe, je me battrai jusqu'à la fin pour le club. Si ça, c'est une erreur, moi, je trouve que ce n'est pas une erreur. Je trouve que ce n'est pas une erreur. Et vous allez voir que le joueur, jusqu'à la fin, donnera tout sur le terrain. Et je peux vous dire, on a un entraîneur qui est avec lui, qui fait tout pour lui, qui est derrière ses joueurs, et le club, mais je crois aussi les gens, on a trouvé ça injuste. Voilà. Et quant à la photo, vous savez, moi j'ai joué en Allemagne, et en Bundesliga, parfois on annonce les transferts un an après. Hein. Regardez un petit peu dans le basket américain ou dans le rugby français, ça se fait régulièrement. Donc, non, franchement, je pense que zéro souci. Marc, j'ai encore une question Oui, sur le multipropriété. Oui. On connaît chez nous en Allemagne le modèle entre Leipzig et Salzbourg. Yeah. Quelle est la différence entre le modèle de Leipzig-Salzbourg et le modèle de Strasbourg-Chelsea? Parce que je ne vois pas que le modèle de Leipzig est critiqué comme le modèle ici. Oui. Mais franchement, Peter, ta question, c'est une bonne question. J'ai du mal parfois à comprendre un peu cet acharnement sur la multipropriété de Strasbourg, alors qu'elle est présente partout. Tu as raison. Hein, et Leipzig et Salzbourg, c'est un très bon exemple. Et moi, je trouve que Red Bull
a été pendant des années, en tous les cas pour les dirigeants, moi je suis un dirigeant français, pas un exemple, mais franchement ça m'interpelle depuis 10 ans, le chemin qu'ils ont pris, la réussite qu'ils ont eue. Je trouve que j'ai rencontré des dirigeants de Red Bull depuis quelques années, on avait fait le transfert de Momo Simakan d'ailleurs là-bas, et je trouve que Blueco se rapproche assez en termes de vision et de compétences de ce qui a été fait là-bas. Voilà. Et tu as raison, Peter, il y a moins de critiques là-bas. Mais moi, je crois que chaque club doit trouver son modèle pour aller plus haut. Et nous, on l'a trouvé comme ça. Rennes l'a trouvé avec la famille Pinault. Hein, c'est une famille magnifique qui est derrière Rennes depuis longtemps. Nice l'a trouvé avec Ineos. À Monaco aussi, il y a des investisseurs. À Marseille aussi, bien sûr au PSG. À Lens. Chaque club trouve, Lille aussi, hein, ils ont des fonds derrière. Donc chaque ville, en tous les cas ville importante, je pense, doit être adossée à des gens qui peuvent investir pour avoir un avenir. Et moi, je crois que 2 ans après, c'était le bon choix. Et je dois dire que le relationnel que nous avons créé avec Blueco ou les gens de Chelsea est encore meilleur que ce que je pensais. Et je ne parle pas pour moi. Moi, j'avais le relationnel avec les propriétaires. Je connais très bien maintenant les dirigeants de Chelsea aussi, mais je parle aussi pour mon équipe. Je trouve qu'il y a des échanges d'expériences. Je trouve que c'est très profitable. Mais tu as raison. J'ai du mal à comprendre qu'on parle toujours de ça. Je trouve qu'on est en train quelque part de réussir. Est-ce que l'identité du club de Strasbourg change? Non. François est là depuis 30 ans, Alain depuis 20 ans, je vois Kader depuis des années, Guy est là depuis 35 ans. Alors bien sûr, on accélère. On change pas une start-up à une société plus... Alors bien sûr, on engage des gens. Bien sûr, Blueco nous aide au niveau sportif. Je dirais, heureusement, quand vous voyez les investissements qui ont été mis en place. Et je le dis parce que j'ai Patrick Adler qui est là, qui a vendu avec moi Pierrot Schmitt, Marc Guindorf, Christian Rotaker, le club. Les investissements réalisés par Blueco, et je le dis à tout le monde, que ça soit très clair, sont nettement supérieurs à la promesse qu'il m'avait faite. Que ce soit clair. Donc, ils sont très ambitieux. Plus que ce qui avait été promis. Voilà. Donc, on essaie de trouver une voie, ensemble, pour amener le club régulièrement à jouer la Coupe d'Europe. Voilà. Jusque-là, le Racing a toujours suscité l'intérêt, on va dire, à l'échelle alsacienne, régionale. Oui. Depuis quelques semaines, quelques mois, il y a aussi une forme de nuisance un petit peu au niveau national. On commence un peu à jalouser le Racing. Est-ce que ça, c'est... C'est bon signe, non? Est-ce que cette nuisance, justement, est à prendre en compte? C'est nouveau, en tout cas, pour le... Alors, Sébastien, moi, je connais bien le football français. J'ai des amis dans tous les clubs. Donc je sens dans ce que tu dis, je le ressens. Un petit peu une petite musique. Mais c'est bon signe. Quand on était à l'époque en 4e division ou en 5e division ou en 3e division, personne ne parlait Strasbourg. Je vois Davy, là, le responsable de la billetterie, qui était avec nous depuis combien? 15 ans? 10 ans. Et un peu à Monaco d'ailleurs aussi. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on progresse. Mais moi, franchement, je n'écoute pas trop. Je suis focalisé sur ce qu'on a à faire. Et je dois dire que je ne parle jamais des autres. Voilà, j'analyse les autres. Je connais parfaitement ce qui se passe dans tous les clubs parce que je regarde les résultats des NCG. Je connais les dirigeants. À chaque match, je mange avec
le président adverse. Donc on a des échanges avec mes équipes, mais je ne parle pas des autres. Voilà, je respecte chacun a son développement. Chacun peut faire des erreurs. Nous, on a choisi cette voie-là et chacun choisit celle qui pense être la plus adéquate pour progresser. Oui. Oui, Julien. Ouais. Oui. Alors, je laisse peut-être Alain être plus précis que moi. Moi, j'essaie de rester un peu au-dessus parce que je ne veux pas personnaliser un événement qui nous a touchés. Voilà. Donc on a 14 associations de supporters au Racing avec des tendances différentes. Le mouvement ultra est représenté par les UB90, qui est donc une association qui est très bien organisée, très structurée et qui colle parfaitement au code ultra. Donc, ils ont pour principe, très démocratique, de voter leur position. Et quand le vote a eu lieu et qu'il y a une unanimité ou une majorité qui se dégage, tout le monde la respecte. J'ai envie de dire, pour moi qui n'ai pas fait mon service militaire, c'est très militaire, très organisé, avec avantages et inconvénients. Donc vous dire qu'il y a une minorité, une majorité au sein des UB, eux pourraient vous répondre. Bien évidemment qu'ils vont vous dire qu'il y a une majorité. Ce qu'on ressent quand on constate ce qui se passe dans le stade, c'est que ce n'est pas loin de là, très très loin de là, la majorité, non seulement du stade, mais également de la tribune ouest. Quand on constate en déplacement, après avoir fait des dizaines de milliers de kilomètres, que les 15 minutes de grève sont maintenues et qu'on discute avec beaucoup de supporters qui étaient dans la tribune, je pense ne pas me tromper en disant qu'ils le subissent. Donc oui, c'est une minorité dans le parquage visiteur à l'extérieur, c'est une minorité dans le stade. Après, c'est une minorité, une majorité chez les UB. Eux seuls peuvent vous répondre. Mais il faut bien resituer les choses. Ça reste une très, très petite minorité dans le stade. Et on l'a vu dimanche. Luc ? Ouais. C'est pour répondre un peu sur la question de Sébastien par rapport à la jalousie de certains clubs. Certains clubs qui ne sont pas en multipropriété estiment qu'il faudrait peut-être un peu davantage la réguler. Par exemple, limiter le nombre de transferts entre clubs qui sont en multipropriété. Est-ce que tu comprends ça et quelle est ta position là-dessus ? Ben, je pense que dans tout système qui se met en place, il y a la multipropriété maintenant, je dirais, explose depuis quelques années. Et effectivement, je pense que dans n'importe quel système qui se développe, il faut mettre des règles. Il y en a déjà. Est-ce qu'il faut encore un petit peu ajuster ? Pourquoi pas ? En tous les cas, nous, on respecte précisément ce qui... Enfin, il n'y a aucun souci. Mais après, encore une fois, je pourrais parler des clubs. Chaque club a son organisation, a son actionnaire. Et ayez simplement en tête que, d'une manière générale, si on veut être compétitif pour le top 6, top 7 en France, sous le contrôle de Mathieu, qui connaît parfaitement tous les comptes des clubs, il faut investir. Et quand vous investissez, pour essayer d'être en Coupe d'Europe, automatiquement, votre compte d'exploitation est dégradé, est négatif. Il faut prendre des risques pour être européen. C'est vrai dans les 6 ou 7, 8, 10 clubs français qui veulent jouer la Coupe d'Europe. Et donc, pour respecter, pas tellement d'ailleurs la DNCG, en France, je parle plutôt du fair play financier européen, il faut vendre des joueurs. Donc, quand nous, on était dans l'ancien temps, on était dans des comptes quasi équilibrés, on vendait très peu. Aujourd'hui, on est finalement comme tous ces clubs qui prennent des risques que l'actionnaire assume pour être européen. Et donc, il faut utiliser les ventes de joueurs, je dirais presque comme on joue sur les recettes du stade. C'est plus un revenu exceptionnel, ça fait partie du modèle. Mais ça, ce n'est pas le modèle Blueco. Ça n'a rien à voir. C'est le modèle des clubs qui veulent se battre pour être européens. Je ne vais pas rentrer dans... Je ne parle pas des autres, mais je sais comment ils font.
vérifier. Le nombre de ventes faites par les clubs qui jouent l'Europe, c'est obligatoire. Même si vous avez un actionnaire fortuné qui pourrait ne pas vendre, vous devez vendre pour essayer de respecter les ratios financiers européens. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Le modèle change parce qu'il faut être plus ambitieux. Et bien sûr, il y aura aussi des ventes. Mais quand je dis il y a des ventes, j'ai envie de vous dire, on a gardé des joueurs. Guéladoué aurait pu partir. Diego Moreira aurait pu partir. Et je peux vous trouver encore 2 ou 3 autres joueurs qu'on a bloqués alors qu'on avait des offres. Donc ça veut dire qu'il faut trouver toujours l'équilibre entre des ventes et garder des joueurs, parce que notre objectif, et Liam là-dessus, il a été, je pense, extrêmement clair dans une interview au DNA là, au mois de juin, il se bat, je me bats, on se bat tous avec Blueco pour que notre équipe soit meilleure d'année en année, même s'il y a des joueurs qui partent. Ça, c'est l'objectif qu'on veut avoir pour être compétitif. Moi, Julien. Oui. Ah oui, d'accord. Je reviens sur les supporters. Vous allez prévoir des mesures, vous allez les informer aujourd'hui, je crois. Alors, sans même connaître les mesures, comment vous allez faire pour renverser la tendance qui aujourd'hui est quand même bien crispée? Comment vous imaginez le match face à Marseille? J'imagine que vous n'allez pas pouvoir empêcher cette grève des applaudissements dans le premier quart d'heure. Comment vous allez faire pour renverser la tendance, si vous espérez renverser la tendance en tout cas? Créer d'autres foyers de supporters? Alors, comment ça fonctionne? Je vais laisser Alain prendre la parole après moi, mais je pense qu'on cherche à... C'est pas renverser, mais à travers cette conférence de presse aussi, on prend du temps pour être dans les explications sur des sujets qui peuvent créer des tensions. Je pense que depuis 2 ans, un peu la musique qu'on entend sur la multipropriété peut induire parfois en erreur certaines personnes qui peuvent avoir des craintes. Donc, moi, dans mes réponses sur comment ça fonctionne, très transparent, j'ai rien à cacher, je vous le dis, j'espère qu'à un moment donné, je ne parle pas aux 99%, je parle vraiment à la minorité qui se pose des questions et qui a des doutes, qu'à travers le travail qui est fait au club, à un moment donné, la raison retrouve sa force. Et moi, je le dis, je pense qu'on est tous amoureux du club si on est là, tous. Je vois François. Demandez-lui avec Guy, en 2012, 2011, où on était. Qui aurait dit que 13 ans après, on est en Coupe d'Europe, on a un nouveau stade, on a des infrastructures qui évoluent à l'académie, on a une équipe, entre guillemets, la plus jeune d'Europe, mais ultra talentueuse, on a un entraîneur qui donne un véritable style de jeu et qui aime Strasbourg, le club progresse, et le stade qui arrive, enfin, j'ai beaucoup participé avec Alain depuis 10 ans, mais soyons fiers. Soyons heureux du programme qui a été mis en place depuis des années, depuis 12 ans, et l'arrivée de Blueco, en réalité, le projet continue. Ce n'est pas un autre projet. Quand on est monté en Ligue 1 à l'époque, après 5 ou 6 années passées, monde amateur et Ligue 2, le projet a évolué à l'époque. Il n'a pas été dénaturé. On s'est adapté pour être compétitif, pour aller au niveau. Voilà. Alain peut-être répond aussi sur, si tu veux bien. C'est pas facile de répondre précisément à votre question. Simplement, je voudrais rappeler quelque chose quand même d'important. On parlait tout à l'heure d'un club qui a été différent dans le dialogue avec ses supporters. Et Dieu sait qu'on en a passé des heures à discuter avec eux, à échanger avec eux. Que ce soit les équipes opérationnellement parlant, on a été un des premiers clubs à mettre en place un officier de liaison supporter
pour favoriser justement leur déplacement, la sécurisation de leur déplacement, l'accès au stade quand ils se déplacent. Ils ont participé aussi parfois à des échanges qui concernaient la vie du club. Donc on avait vraiment des relations, je dirais, directes, franches. Et les choses se sont un petit peu évolué, pas forcément dans le bon sens, mais vous pourrez constater quand même une chose. Il y a une partie du public qui n'a pas changé de place pendant les travaux. Pourquoi ? Parce que ce projet de stade, et là je peux en parler puisque j'étais au cœur du sujet, on l'a co-construit. On l'a co-construit avec l'écosystème du club. Bien sûr les collectivités, mais aussi les partenaires, mais surtout les supporters. On a parlé de leur COP. On a essayé de construire avec eux une tribune qui leur permettait de bien fonctionner. Donc, on a passé des heures à discuter, à dialoguer. C'est la population qui n'a pas eu besoin de changer d'emplacement dans le stade, contrairement à certains de la tribune nord qui actuellement vivent le match dans la tribune sud. Eux, la tribune, elle a été mise en travaux à la fin d'un championnat et au début du championnat suivant, elle était livrée. Donc, on a été nickel, le club a été nickel, franchement, dans la relation. Et moi, je vous le dis, on se sent trahi par ce qui s'est passé ces derniers mois, fortement trahi par ce qui s'est passé dimanche dernier. Donc évidemment que le ton des discussions, et là il faudra agir avec discernement, parce que je crois qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, toutes les associations dans le même sac. On a 14 associations, elles ne sont pas mettre toutes au même niveau. On aura forcément des discussions différentes et un cadre qui va évoluer. Et on va redevenir sans doute un club normal, qui n'est plus différent dans sa relation avec certaines sections de ses supporters, certaines associations de supporters. Donc vous dire comment on va faire sur le match de Marseille, on va essayer de le construire, on va essayer de l'imaginer. Par contre, il y a des choses qui se passaient avant qui ne pourront plus se passer. Il y a des modalités opérationnelles qui existaient avant qui n'existeront plus. Mais ça, on va alors réserver la primeur. Par respect, tout simplement. Par contre, peut-être pour terminer là-dessus, quand on dit qu'on prend des mesures, on ne cherche pas non plus à opposer les gens. Voilà, je pense qu'on essaie de... Alain l'a dit, il y a une minorité de personnes. Mais nous, ce qu'on voudrait déjà pour le match de Marseille, qui est un match particulier, on a besoin de tout le monde. Liam et les joueurs ont besoin 90 minutes du soutien de nos supporters. C'est des matchs difficiles. Et si on veut être compétitif dans le haut niveau, on ne peut pas lâcher des matchs en disant on n'est pas soutenu. Donc, j'espère, et je demande vraiment, soyez tous présents les 15 premières minutes, encouragez l'équipe, encouragez le coach, le staff, les joueurs, pour qu'on soit en capacité de faire un exploit contre Marseille. On en a besoin. Oui. Attends. Alors, Julien, vous avez raison, mais je pense que depuis 2 ans, on sent cette petite fracture qui se met en place. Et moi, je le regrette parce que je pense que venir à la Méno, depuis des années, c'était une expérience différente pour tous les gens qui viennent là. Et nous, on est un stade avec 26% de femmes, on a la tribune famille remplie, on a un pourcentage très important de jeunes, d'enfants. Et je pense que pour l'image de Strasbourg, l'image de notre club, de notre région, en tous les cas, moi, c'est mon leitmotiv, c'est ma vision des choses. La Méno n'est pas un endroit politique. On doit être l'endroit où les gens viennent, peuvent siffler si on n'est pas bon, mais on est derrière son équipe. Je pense que c'est très, très, très important. À Strasbourg, ça a toujours été ça. Alain l'a dit, on était un club différent. Là, actuellement, avec ce qui se passe, on redevient un club normal. Mais je pense qu'avec le temps, peut-être avec des explications, avec les questions que vous me posez, j'espère que cette petite minorité pourra évoluer dans sa réflexion. Moi, je ne peux pas faire plus que de dire ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit,
On travaille pour avoir des résultats et pour l'instant, le club progresse. Dernière question. Joseph, pour Stras TV, est-ce que la présence au premier rang de toute votre garde rapprochée, tous ces gens qui sont à vos côtés depuis 10 ans, je vois Guy aussi qui est derrière la porte, l'intendant. Guy, derrière la porte? Il est là. Guy entre. Guy entre. Est-ce que finalement, le message... À l'époque, on lui a dit « sortez », mais là... Guy. Le message aux supporters, c'est pas de dire « nous sommes les garants du respect du club face aux questions que la multipropriété peut poser ». Est-ce que c'est justement ça le message d'aujourd'hui pour les rassurer et pour les emmener avec vous à nouveau? Alors, Joseph, moi je pense que personne n'a le monopole de l'identité ou de garder les valeurs. Moi, je les ai par mon éducation et par ma manière de manager un club. Les supporters l'ont, on a tous, mais je pense qu'au quotidien, dans notre club, en tous les cas, moi je parle pour moi, je pense que je défends corps et âme le club. Et je peux vous dire que les gens autour de moi, on ne peut pas travailler à mes côtés pendant 10 ans ou 15 ans sans être aligné sur l'énergie, sur les valeurs et sur l'amour de notre club. Donc, moi, j'accepte les critiques. Je réponds à un truc, mais quand on dit Marquer, il répète. Non, je réponds aux questions qu'on me pose et j'essaie d'être précis sur des questions techniques. Sur la multipropriété, je peux comprendre. Il y a 2 ans, les questions. À mon niveau, j'ai expérimenté aussi ce nouveau mode de gouvernance. Mais s'il y a une personne qui est habilitée à dire comment il ressent ça au quotidien, excusez-moi, là je parle de moi, c'est moi. Donc quand je dis quelque chose, c'est que j'y crois. Et je pense que le club est protégé dans ses valeurs, dans sa vision, avec le travail qui est fait aujourd'hui. A priori, une minorité ne partage pas ça. J'espère que ce rendez-vous d'aujourd'hui, les réponses que vous avez posées, aideront certains peut-être à faire le petit bout de chemin pour revenir du bon côté de la ligne. Voilà. On ne peut pas forcer. Moi, je peux répondre aux questions, mais je pense que... Alors, pourquoi les gens sont là? Ce ne sont pas des gens qui sont là pour... Je suis seul. Si quelqu'un doit être attaqué, c'est moi. Voilà. S'ils sont là, c'est parce que c'est des gens qui travaillent avec moi depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et peut-être qui travailleront encore pendant 10 ans ou 15 ans au club. Des gens qui aiment le club. Autant que vous, autant qu'eux et autant que ceux derrière moi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée.